il y a la peur qui s'installe, il y a un paroxysme de peur, de tension qui se met en place. Et là, il y a des gens qui sortent, qui coupent, qui font «Ah, c'était pas pour moi, j'arrête». Moi, j'aime bien l'eau parce que l'eau, c'est l'avenir et que à un moment donné, on aura forcément un choc sur l'eau. Je pense que dans l'intelligence artificielle, on va avoir aussi un peu ce phénomène. Des petits et des géants. Certains vont tomber, certains vont disparaître, mais dans 5 à 10 ans, oui, l'intelligence artificielle fera partie de nos vies, c'est indéniable. Il faut Totalement. des années pour devenir ingénieur, agronome ou médecin ou pilote de chasse. On ne devient pas investisseur particulier, gagnant et prudent avec des règles en 3 vidéos YouTube et la lecture de 3 articles. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est les tendances les plus longues, les méga-trends. La robotisation, l'intelligence artificielle, la pharma à long terme, parce que j'y crois énormément. C'est complexe, qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre avant de s'en servir. Et le but, c'est que les gens, voilà, fassent leur travail de leur côté, Mm. d'apprendre, de comprendre avant de possiblement répéter. EDF a été introduite en bourse autour de 30 euros. Elle est montée à 90 euros de mémoire en l'espace d'un an ou deux. Donc, le Kidam français, à qui on a dit acheter des actions EDF, ça va bien se passer, bah, il faisait presque 200% en l'espace de un an ou deux. Là, récemment, j'aimais bien des secteurs un peu défensifs comme les pharma ou bien des secteurs comme nourriture, grande distribution. Bonjour à tous, bienvenue dans Finfluence, ce média qui donne la parole aux acteurs majeurs de la finance moderne, donc les finfluenceurs, qui sont finalement ces créateurs qui partagent du contenu éducatif sur la bourse et l'investissement à travers les réseaux sociaux, puis les boîtes, cotées, non cotées, les fintechs, les experts en bourse, en fiscalité, en immobilier. Dans ce premier épisode de Finfluence, j'ai la chance, même l'honneur d'accueillir Nicolas Chéron. Nicolas Chéron qui est finalement le doyen de la Finfluence en France. Merci à toi Nicolas d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te Merci. présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Écoute, merci Jaolan de m'inviter pour ce premier épisode de votre chaîne. Je vous souhaite par avance une belle aventure. Vous avez choisi, voilà, un sujet d'actualité, la promotion effectivement de l'investissement boursier pour aider les jeunes investisseurs et aussi les moins jeunes à découvrir cet environnement qui est un petit peu particulier à l'heure actuelle. On en entend beaucoup parler avec les nouvelles lois, les lois sur les crypto-monnaies, les lois sur la publicité, etc. Et c'est vrai qu'on a eu peut-être quelques petits excès en la matière dans ce nouveau monde des réseaux sociaux et que tout cela est en train de se réguler. En tous les cas, c'est voilà, avec plaisir que j'interviens aujourd'hui. Alors, qui suis-je? Un investisseur passionné, tout simplement. Je crois que lorsqu'on met le doigt dans les marchés financiers, on se fait aspirer en quelque sorte. Jeune, il y a eu plusieurs aventures qui m'ont fait venir progressivement vers les marchés financiers. Ça fait 20 ans que je suis la bourse. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille chez différents courtiers ou sites internet qui font de la recherche sur le marché actions et même la plupart des marchés, matières premières, crypto, indices, etc. Euh, voilà, j'ai travaillé pour des sociétés jusqu'en 2017. En 2017, j'ai créé ma propre société. Aujourd'hui, je fais de la vulgarisation, de la pédagogie, de l'information boursière pour les jeunes et les moins jeunes, les débutants, les expérimentés. J'essaie de partager les bonnes pratiques et aussi toutes les erreurs que j'ai pu faire ces 20 dernières années pour que les nouveaux entrants en fassent moins, tout simplement. Et j'essaie de leur donner des façons de faire, de se diversifier, de trouver les bonnes actions, de trouver les bons outils, les bons courtiers, etc. pour que ils puissent se mettre le pied à l'étrier. Voilà. Bah, super, écoute, hyper intéressant. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, ton, ton déclic finalement pour t'intéresser à l'investissement? Parce que tu as dit au moment où on met le doigt dedans, bah, on est totalement aspiré par ça. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as mis le doigt dedans? Écoute, il y a eu plusieurs choses lorsque j'avais à peu près 18-20 ans, en fait. Euh, il y a eu deux déclics. Le premier, je dirais, c'est une personne de ma famille, un de mes oncles, qui travaillait dans une société qui faisait des écrans plats à l'époque.
C'était une joint venture entre une société française et une société coréenne qui faisait des écrans plats qui s'appelait Neovia. Et c'est peut-être la première action que j'ai détenue en portefeuille. Donc j'ai appris à ce moment-là euh, que des bonnes nouvelles pouvaient faire doubler une action, des mauvaises nouvelles la faire chuter de 70%, que une société qui ne fonctionnait pas pouvait faire faillite, qu'une action pouvait valoir zéro. Enfin bref, tout des débuts un peu houleux, mais qui m'ont appris beaucoup de choses. Et puis il y a eu une deuxième petite aventure, c'est que j'avais un petit peu d'argent, tu sais, des anniversaires, un peu d'argent de côté quand on est jeune, que j'ai confié à mon banquier, qui les a investis quand on était en 2000-2001 et qui m'a fait perdre 50% sur des fonds gérés par des Aïe, aïe, sociétés de aïe. gestion. Et lorsque j'ai compris, constaté en fait tout simplement que même des gérants qui sont payés pour pouvaient perdre 50% sur un an ou deux lors d'une crise, je me suis dit, oh bah peut-être que je pourrais faire un tout petit peu mieux, un peu moins pire, si je puis dire. Euh, et puis euh, après j'ai eu un prof aussi quand j'étais en études. Je suis parti en Erasmus au Danemark. J'ai eu un cours sur la finance de marché. Ça a continué de me donner envie. Puis j'ai creusé de fil en aiguille et j'ai commencé à faire des stages dans la finance. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dedans. D'accord, ah ben oui, c'est hyper intéressant. Ouais, donc trois déclics finalement. Ouais. L'entreprise dans laquelle, bah, qui est-ce que c'était? C'était un membre de ta Bon. famille, Oui, mon oncle. ton oncle, voilà, travaillait. Le deuxième déclic, c'est le banquier. Donc ça, c'est un déclic qu'ont beaucoup de gens finalement, de se rendre compte que, disons, la majorité des banquiers, en tout cas des conseillers qu'on peut avoir en banque, sont finalement pas si compétents que ça, en tout cas en ce qui concerne l'investissement. Ouais. Et troisièmement, bah, c'est ton professeur. Et toutes ces raisons-là ont fait qu'aujourd'hui, tu t'es lancé. Enfin, Ouais. aujourd'hui, il y a des années, tu t'es lancé. Et puis finalement, de fil en aiguille, bah, ton expertise, tu as fini par la partager sur les réseaux sociaux. Quelle a été, pareil, cette transition-là? Puisque finalement, tu as commencé par être déjà expert pendant des années, des années, des années. Puis finalement, tu as partagé cette expertise sur les réseaux sociaux avec une grande pédagogie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, en fait, si tu veux, c'est comme si j'étais devenu influenceur malgré moi. C'est-à-dire que en tant qu'analyste chez des courtiers ou sociétés de conseil, on me demandait de participer à des conférences, de participer à BFM. Je suis passé sur BFM pendant 10 ans, à utiliser tous les moyens qui étaient à ma disposition pour pouvoir faire parler de la marque et diffuser mon travail. Donc, envoyer mes analyses sur des forums, me faire publier sur des sites internet, utiliser les réseaux sociaux, commencer à faire du YouTube. YouTube, j'étais dessus il y a déjà 10 ans. Et il se trouve que la partie que j'adorais le plus dans mon travail était expliquer. Expliquer, vulgariser, démocratiser, éduquer, partager, discuter, argumenter. En fait, ce que j'aime bien, c'est le rapport avec les gens. Ça peut être le rapport avec des gens sur Twitter où tu réponds à des personnes sans savoir si elles sont jeunes, vieilles, expérimentées ou débutantes. Ça peut être lors de conférences, ça peut être pendant des lives. Euh, Peut-être que j'ai une capacité, comme l'ont les professeurs des écoles, à se répéter pendant 20 ans, puisque je n'en suis toujours pas fatigué. Euh, et puis voilà, une volonté de prévention parce que bah, je pense que quand tu fais 10, 15, 20 ans de bourse, tu fais grosso modo toutes les erreurs qu'on peut faire ou un grand nombre. Et bah, t'aimerais tout simplement que les gens ne les fassent pas, donc tu les expliques, tu donnes des exemples. Et plutôt que de toujours appuyer sur ce qui fonctionne, les beaux gains, etc., bah, moi je trouve ça pas mal d'appuyer Mm. sur ce qui fonctionne pas parce qu'en fait, quelqu'un qui déjà de base sait ne pas faire les grandes erreurs a de grandes chances de réussir. Voilà. Et donc c'est ça, c'est ces clés-là que je veux donner aux gens pour ils puissent s'éduquer et faire quelque chose qui leur ressemble. Donc c'est comme ça que je suis devenu en quelque sorte influenceur. Et on est à une période un peu particulière
parce que on a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'influence sur les marchés boursiers, les réseaux sociaux, etc., qui sont très bons sur les réseaux sociaux, bien meilleurs que moi, mais où parfois l'information n'est peut-être pas assez poussée, disclaimée, expliquée, etc. Donc voilà, je pense que j'ai ma place dans cette petite jungle pour pouvoir semer mes graines. Ok, mais oui, c'est vrai que sur ça, je te rejoins totalement. Tu as parlé de deux choses qui sont très, très intéressantes et très importantes. Premièrement, c'est la transparence. En fait, tu es très transparent vis-à-vis des erreurs que tu as faites et en toute, disons que tu gardes aussi cette modestie de te dire, bon, bah, c'est grâce à toutes ces erreurs-là aussi que j'en suis là et moi, je veux partager ces erreurs-là. Et c'est même plus important finalement de partager les erreurs que de partager les réussites. Ouais. Puisque c'est les erreurs finalement qui nous font le plus progresser et le plus comprendre certaines choses en fait. Et donc ça c'est très important effectivement ce travail-là que font des influenceurs, toi le premier, de partager leurs erreurs et de d'expliquer aux gens pourquoi ils ont fait cette erreur, qu'est-ce qu'ils feraient aujourd'hui dans la même situation Ouais. à la place. Et ça, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est, tu as parlé de disclaimer. C'est vrai que aujourd'hui, dans le monde de la finfluence, on rentre vite dans le conseil non sollicité en plus, mais dans le conseil en investissement. Et c'est moi déjà, je trouve que c'est un petit peu touchy puisque en fait, tu peux pas conseiller quelqu'un. Enfin, les réseaux sociaux, c'est pas comme quand tu es face à quelqu'un. Premièrement, il faut une accréditation, mais au-delà de ça, il y a 40 000 personnes, 50 000 personnes qui vont voir cette publication. Sur ces 40 000 personnes, il y a 40 000 situations différentes. Et amener des conseils un petit peu spécifiques là-dessus, c'est extrêmement malvenu. Et au-delà de l'aspect évidemment réglementaire qui est pas du tout respecté. Et c'est ça aussi ce qui est cool, c'est de partager plutôt des posts éducatifs, partager son expérience par rapport à l'investissement et les erreurs qu'on a faites et en fait voilà ce qu'on en a tiré en fait finalement. Oui, et puis Personnellement. moi aujourd'hui, je dis pas aux gens ce qu'il faut faire, je leur dis ce que je Mmh. fais moi. Ouais. Voilà. Je leur dis quand j'achète de l'or à long terme, je leur dis quand je m'expose aux crypto-monnaies, je leur dis quand je prends une position baissière sur le Nasdaq. Mmh. J'explique comment, pourquoi, avec quels outils, avec quel stop. Je répète que c'est complexe, qu'il faut comprendre, qu'il faut apprendre avant de s'en servir. Euh, et le but, c'est que les gens, voilà, fassent leur travail de leur côté, Mmh. d'apprendre, de comprendre avant de possiblement répéter. C'est clair. C'est clair que parce que en fait, on entend tellement le disclaimer qu'on a tendance à, tu sais, l'éviter presque. Nos yeux ont tendance à l'éviter un petit peu comme les conditions générales Ouais, où on coche tous les cases sans les avoir lues. Sauf que les disclaimers sont quand même très importants. Quand on dit de faire ses propres recherches, on le pense. C'est pas un disclaimer qu'on met comme ça ouais. à la légère. On le pense vraiment. C'est très important de faire ses propres recherches. De toute façon, tout le monde fera on aura beau voir toutes les erreurs sur Internet, enfin, tout le monde fera des erreurs en bourse et c'est normal et c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais les disclaimers sont très importants et on insiste tous là-dessus. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère, quoi. C'est vraiment pas des conseils en investissement. Ouais. Euh, C'est marqué sur toutes les bannières de tous mes réseaux sociaux. Tout comme à chaque fois que je parle d'une marque, je dis que je suis partenaire. Voilà. ouais, C'est important d'être transparent avec ses lecteurs. Ayant été formé chez Zone Bourse, qui est un des sites de conseil les plus transparents de France, je pense que ça m'a été inculqué par Franck Morel, son PDG. Du coup, depuis, voilà, je suis transparent sur mes partenaires, je suis transparent sur mes agissements, sur mes stratégies. Quand je me plante, je le dis. Quand je gagne, je le dis. Et puis voilà. super. Et dernière chose, peut-être pour la présentation, est-ce que tu pourrais nous partager un moment marquant de ta carrière? Euh, bah, je pense que j'ai été marqué au fer rouge par la crise de 2008. Je faisais mes premiers investissements. Euh, J'avais fait mon premier stage chez Zone Bourse et j'avais décidé de faire une année de césure entre ma troisième et ma quatrième année d'études. Et j'étais l'assistant du de l'actionnaire principal de Zone Bourse qui était gérant de portefeuille. Il était gérant de portefeuille pour compte propre et pour des tiers de sa famille. Il gérait quelques millions d'euros et il était spécialisé sur les petites et les moyennes capitalisations. Et en 2008, bah, j'ai vécu mon premier crack, mon vrai premier crack en direct devant les écrans avec des sociétés
comme Renault, comme ArcelorMittal ou comme Société Générale qui pouvaient perdre 20% en une séance. Des indices qui perdaient 30%, puis qui reperdaient 30%, puis qui reperdaient 30%. Euh, des interventions de l'État. À un moment donné, on interdit de shorter les bancaires. Les bancaires regagnent 20% en 2 jours, puis elles les reperdent une semaine après. Euh, c'est aussi à ce moment-là où j'ai compris que il y avait peut-être des indicateurs avancés économiques qui pouvaient laisser entendre qu'on allait avoir ce type de crise. C'est à ce moment-là que j'ai compris aussi que quand à la télé on dit que c'est la fin du monde, qu'on est fin 2008 tout en bas, c'est que c'est le moment d'acheter. C'est aussi cette crise de 2008 qui a fait que je n'ai jamais acheté une bancaire de ma vie en portefeuille. Parce que les bancaires, en fait, quand tout va bien, elles ramassent l'argent. Et quand tout va mal et que c'est la crise, elles appellent l'État, donc nous, le peuple, au secours. Et je trouve pas ça très qualitatif comme façon d'opérer. Donc, ça m'a marqué sur pas mal de choses, voilà, sur les hypothétiques chocs baissiers, sur l'interventionnisme étatique. Et puis, c'était le début aussi de l'interventionnisme des banques centrales. Alors, à l'époque, on a sauvé les bancaires en mettant 2000 milliards sur la table. Aujourd'hui, 2000 milliards, c'est une broutille, quoi. Euh, mais ça m'avait beaucoup marqué. Et ça a été, en fait, 2008, le lancement d'une nouvelle ère, une ère d'ultra-liquidité, où les banques centrales ont pris le relais des États en quelque sorte et ont inondé les marchés et ont un peu engendré une distorsion des prix puisque en fait maintenant tant que les banques centrales injectent, les marchés montent et si les banques centrales se retirent, les marchés baissent. Donc ça fait 15 ans maintenant qu'on est dans un marché boursier qui n'est plus vraiment celui qu'il était les 100 dernières années. Voilà, artificiellement soutenu par de la dette et des banques centrales. Alors c'est bien, hein, ça fait monter les marchés, mais on se demande comment ils se sortiront de cette situation-là. Voilà. Ouais. C'est l'inconnu de la décennie à venir, en fait. Ah bah non, mais super intéressant. En fait, c'est hyper intéressant aussi. Je vais rebondir sur un des trucs que tu as dit par rapport aux bancaires. Tu disais que toi, tu n'achètes pas de bancaires. Ouais. Justement, par rapport à ces secteurs, à des tendances, est-ce que tu en as qui te passionnent actuellement? Est-ce que tu en as sur lesquels t'es peut-être un petit peu, tu vas louer un petit peu plus de capital que d'autres ou pas? Je pense que s'il y a une tendance, en fait, qui me plaît particulièrement, c'est même plus un secteur, c'est même plus un pays, mais c'est la tendance globale, très long terme, des actions et de leur rendement, de leur rentabilité. Euh, J'essaye en fait maintenant de me focaliser plus sur des enveloppes, sur des ETF, pour aller chercher une performance moyenne en fait. Sauf que la moyenne c'est déjà très bien. Tu sais, Warren Buffett dit souvent que suffit d'investir dans un ETF S&P 500 pour faire mieux que 95% des gérants. Ouais. Il y a encore une étude qui est mise à jour tous les ans, qui vient de sortir, qui met en avant cela. Moi, j'essaye maintenant d'essayer de faire sortir les gens du court terme. Alors certes, il y a toujours des tendances à aller jouer. Il y a eu le Covid avec les valeurs Covid en 2020-21. En 2022, c'est la guerre en Ukraine, on pouvait jouer un peu l'énergie. Euh, Là, récemment, j'aimais bien des secteurs un peu défensifs comme les pharma ou bien des secteurs comme nourriture, grande distribution. J'aimais beaucoup Danone. Euh, et après, moi, je pense que voilà, ça, c'est du swing trading, c'est-à-dire des trades qu'on va prendre sur quelques semaines, quelques mois au mieux. Il faut quand même suivre beaucoup les marchés pour aller prendre ce genre de tendance-là. Moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est les tendances les plus longues, les méga trends. La robotisation, l'intelligence artificielle, euh, la pharma à long terme, parce que j'y crois énormément. L'eau, le secteur de l'eau, avec un ETF Water, par exemple, qu'on peut avoir en portefeuille. Donc ça, je pense que c'est les nouvelles thématiques des 10 prochaines années et qu'il faut creuser de ce côté-là. Ok.
D'accord, donc on n'est pas sur un ETF, par exemple, classique S&P 500, on est quand même sur des ETF, mais qui suivent plutôt des méga tendances Ouais. qu'un ETF plus généraliste comme le World ou le S&P 500. Mais en fait, je pense que quand on fait des ETF, on s'ennuie. En Ouais. fait, c'est aussi ce que disait Warren Buffett. Les gens ne veulent pas devenir millionnaires parce que c'est ennuyeux. Ouais. Euh, Avec les rendements des 40 dernières années, il suffit qu'un investisseur mette 100, 200 euros par mois. Pendant 40 ans, il a 1 million d'euros. Bon, il y a l'inflation, il y a les taxes, il y a plein de choses. Mais tu vois l'idée. Donc, quand on fait de l'investissement, qu'on se fait un portefeuille, bah, on aime bien avoir quelques originalités. Voilà. Euh, Moi, j'aime bien l'eau parce que l'eau, c'est l'avenir et que à un moment donné, on aura forcément un choc sur l'eau. Je suis l'intelligence artificielle, mais il y a des effets de bulle quand même parce qu'on en Mm. a tellement parlé ces dernières semaines, ces derniers mois que qu'il Ouais. y a des valeurs qui ont Clairement. littéralement explosé, qui sont retombées par la suite et tout. Donc, faut faire attention à ce côté hype. Mm. Quand c'est trop à la mode et que tout le monde en parle, c'est que c'est plus forcément vraiment le moment de d'entrer, peut-être plus tard. Et voilà, d'avoir quelques ETF, des choses dans lesquelles on croit, qui suivent globalement les marchés à long terme, mais avec voilà, une petite sensibilité, soit à l'eau, soit à la pharma, soit à l'énergie. Je pense qu'il faut faire un portefeuille qui nous ressemble, en fait. Euh, nos convictions de long terme, des idées, ou encore, si tu travailles dans un secteur, voilà, tu travailles dans un secteur comme l'armement, l'aéronautique ou autre, tu l'adores, bah, t'achètes un ETF de ton secteur. Quand le marché va baisser et que tu vas vouloir continuer de faire des achats, tu seras bien plus à l'aise sur un secteur que tu connais, dans lequel tu crois à long terme, que sur quelque chose de plus moyen, comme un ETF généraliste et global. Faut les deux. Ok, bah justement, ouais, si vraiment tu pouvais donner un conseil à tous ceux qui s'intéressent au monde de l'investissement, si vraiment tu devais leur donner un conseil, ce serait quoi? Commencer par faire un diagnostic personnel, presque une psychanalyse. Qui suis-je? Quel est mon âge? Quel est mon but? Quelle est mon appréciation du risque? Euh, Certaines personnes me disent, je suis bon père de famille, je fais de l'investissement plan-plan. Mais ils sont prêts à prendre des risques de 15 à 20% sur des positions. D'autres me disent, oh, j'ai un profil plutôt risqué, mais ils me disent, en fait, je risque pas plus de 5-7% sur une action. Donc, euh, on est tous différents. On est tous différents par rapport aux règles. Pour certains, perdre 10 000 euros, c'est perdre leur portefeuille. Pour d'autres, c'est perdre 1% de leur portefeuille. Certains ont 20 ans, les moindres 100 euros, c'est important. D'autres ont 60 ans, ça l'est beaucoup moins. Donc, quand on arrive, si tu veux, dans la finance, on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah j'ai vu un mec qui donne des conseils sur le trading, sur le DAX. Ah moi j'en ai vu un autre qui prône les ETF à long terme. Ah moi j'aime bien les valeurs à dividendes. Il faut pas suivre quelqu'un. Même moi, tu vois, je le dis. Il faut s'imprégner. Il faut lire, il faut être curieux, il faut regarder tout ce qui se fait. Il faut faire des choses qui sont en adéquation. Par exemple, tu travailles toute la journée. T'as pas le temps d'être devant les écrans. Bah tu fais pas de trading sur les indices. Tu peux pas. Tu vas pas passer tes ordres aux toilettes entre deux réunions. Soyons sérieux. Euh, Tu es quelqu'un de plutôt passionné, tu as du temps, tu as envie de regarder plus. Bon, bah, tu vas peut-être pas faire qu'un portefeuille ETF plan-plan dans lequel tu touches à rien. Mm. Donc, se connaître, apprendre à se connaître, être en phase avec ses investissements, je pense que naturellement, ça fera aller de toute façon vers l'investissement long terme parce qu'il y a que ça de vrai. Mm. Être à l'aise avec ses actifs ensuite. Euh, J'achète de l'or, j'achète du Bitcoin, j'achète de l'ETF S&P 500. Est-ce que si demain, l'un des trois perd 30%, Mm. j'ai peur? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai bien fixé mon plan de départ et je me dis, alors attends, moi je vise dans 10 ans. Donc les prix actuels, en fait, ne m'intéressent guère.
Si on est 30% plus bas qu'hier, c'est une super nouvelle. Mm. En fait, tu sais, il y a un graphique qui existe depuis 20 ans, qui existe depuis 100 ans, c'est le cycle psychologique de l'investisseur. En Ouais, gros, quand génial. la bourse monte, tout le monde devient confiant, puis euphorique. On entend parler de la bourse au journal de TF1, tout le monde achète. Ensuite, ça se casse la figure, puis les gens rentrent en dépression, et à la fin, un peu comme en 2008, comme je te le racontais tout à l'heure, il y a la peur qui s'installe, il y a un paroxysme de peur, de tension qui se met en place, et là, il y a des gens qui sortent, qui coupent, qui font «Ah, c'était pas pour moi, j'arrête». Eh bien, le but, c'est d'inverser cette psychologie. Et c'est de se dire, j'aime l'or, le bitcoin ou les actions. Si mon action demain, elle monte, c'est bien. Si mon action demain, elle perd 30%, c'est génial, c'est les soldes. Mm. Donc, un, définir son profil, son optique de temps. Deux, définir des classes d'actifs et être à l'aise avec ce que l'on fait. Si on a bien défini les règles à la base, si on est bien à l'aise avec les actifs que l'on projette d'acheter, on a déjà fait un énorme pas en avant que quelqu'un qui va tester le trading sur les indices, puis qui va passer à la crypto en effet de levier, puis ensuite qui va aller sur des ETF mais qui va s'ennuyer, puis qui va aller sur des actions mais qui va faire des biotech avant de se rendre compte que les biotech il faut pas en faire. Mm. Donc il y a aussi un travail à faire. Euh, Ouais, Il faut totalement. des années pour devenir ingénieur, agronome ou médecin ou pilote de chasse. On ne devient pas investisseur particulier, gagnant et prudent avec des règles en 3 vidéos YouTube et la lecture de 3 articles. Ça prendra du temps. On va apprendre, comprendre, évoluer, voir des phases de marché différentes, apprendre de différents spécialistes, lire des livres, et on va se façonner. Voilà. Euh, un profit d'investisseur. C'est ça que les gens oublient Ouais. souvent au début. Totalement. En fait, tu as parlé de deux pôles qui sont intéressants. Déjà, comprendre le long terme. En fait, vraiment, donc le fameux graphique de la psychologie de l'investisseur et aussi enfin, regarder les graphiques par le passé des actifs que vous achetez. En général, ce sont des graphiques rassurants, en général, hein, bien entendu. Et en fait, ne pas se préparer déjà psychologiquement à une forte volatilité en bourse. Et la deuxième chose, et ça c'est clair, mais alors ça c'est, je partage énormément cet avis-là, c'est le diagnostic. En fait, comprendre quel type d'investisseur on est, combien de temps, pourquoi on investit déjà. C'est très important, le start with why. Pourquoi on investit, sur combien de temps on veut investir, comment on veut investir. Est-ce qu'on est sensible à la volatilité? Est-ce qu'on veut se prendre de la tête ou pas? Déjà, combien de temps on a aussi. Ouais, Et en fait, il y a tous ces aspects-là qui font que de toute façon, aucun finfluenceur, aucun article qu'on trouvera sur Internet ou quoi, ne fera, euh, ne sera exactement, enfin, comment on pourrait dire, adapté à ouais, notre situation, à nous, qui est vraiment ouais. personnelle et unique. Et ce diagnostic, il est extrêmement important à faire pour se comprendre. En parallèle, bien entendu, se sensibiliser au marché financier, à la bourse, parce que c'est extrêmement volatile. Et une fois qu'on a ces deux aspects-là, déjà, bah, ça permet d'avancer en fait. Mais le diagnostic, c'est clair que c'est la première étape, c'est la plus importante pour être Mais sûr de tenir souvent, sur les le long gens la terme. squeeze. Donc, il Ouais, faut revenir à ça. voilà, c'est ça. Ok, bah, très intéressant. Et petite question comme ça, s'il y avait une action que tu devais garder jusqu'à la fin de ta vie aujourd'hui, Nicolas, ce serait quoi? Euh, c'est pas une action, mais si je devais garder quelque chose jusqu'à la fin de ma vie, pour l'instant, la seule chose que je voudrais garder, c'est ma femme. Voilà. Euh, Bonne réponse. Elle est derrière la porte à écouter, elle s'est dit bon ok, ça va. non, mais voilà, sinon, ce serait une classe d'actifs ou une façon de faire, ce serait une particularité. Par exemple, je te dirais que il est plus important pour moi dans ma vie d'investisseur jusqu'au bout de ma vie d'investisseur, donc peut-être ma mort, de garder ma curiosité. La curiosité permet de ne jamais être sûr de soi, de toujours penser que les choses impossibles sont possibles, que tout peut arriver en bourse, que certaines classes d'actifs peuvent être effacées ou chuter très fortement, que des actions même très connues peuvent disparaître.
Donc, c'est garder cette ouverture d'esprit et cette curiosité qui permettront de faire évoluer mon profil tout au long de ma vie d'investisseur. Voilà. Ok, ok. Mais écoute, je te propose qu'on passe au round numéro 3 qui est la réponse aux abonnés. Ouais, Donc, ce round, il est un peu particulier parce que si tu veux, en story Instagram, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mes abonnés de te poser des questions en disant que je ok, t'interviewais aujourd'hui et voilà, ils avaient donc il y a plein, on a eu pas mal de questions et donc j'en ai sélectionné 5 oui, que je vais te poser là et si c'est OK pour toi, bah on est parti. vas-y, vas-y. Let's go. Donc première question, que penses-tu de la situation économique actuelle? Le CAC 40 est-il irrationnel? Hum, Il y a un adage qui dit que les marchés peuvent rester irrationnels un certain temps, hein. En théorie, dans le prix d'un indice, il y a toute l'information qui est comprise à l'instant T et c'est son juste prix. On dit aussi que le marché a toujours raison. Euh, Historiquement, sur 100 ans, les indices boursiers sont corrélés aux bénéfices des entreprises. Or, malgré le Covid, malgré le ralentissement économique, on a des entreprises du CAC 40 qui, je le rappelle, ne font pas leur chiffre d'affaires en France euh, et qui le font à l'étranger, qui continuent d'avoir de la croissance. On a un CAC avec un secteur du luxe qui pèse plus de 30% et des sociétés qui ont délivré encore des croissances à 2 chiffres et des bénéfices historiques. Donc, tant que le luxe va, tout va. Si demain la Chine ralentit fortement, si on a une récession mondiale, si on a des choses comme ça, ben on verra une correction se faire et les résultats baisser. Euh, pour l'instant, en fait, ce que je pense qui choque les gens, c'est cet écart entre Main Street et Wall Street, c'est-à-dire entre la vie dans la rue, la vie du quotidien du peuple et la vie des milliardaires qui détiennent les actions et du comportement des actions qui, en France, en tous les cas, sont sur des plus hauts historiques. Et c'est là où il faut comprendre que le CAC 40 n'est pas l'indice du sentiment des particuliers français. Le CAC 40 reflète les bénéfices des entreprises du CAC qui sont mondiales et qui profitent de la croissance mondiale. Donc, on est haut. On a gagné 35% en ligne droite. On arrive dans des zones où il faut peut-être savoir prendre des bénéfices, alléger certaines lignes en portefeuille, avoir une dose de cash au cas où les marchés baissent pour pouvoir racheter moins cher. Mais voilà, on est aussi dans un nouveau monde où dès qu'il y a un semblant de dérapage des marchés, comme sur les bancaires récemment, les banques centrales sont là pour injecter de l'argent et tant qu'elles le feront, elles permettront aux indices de tenir puisque artificiellement, elles soutiennent les prix. Donc il faut pas se battre contre ça. Et puis j'avais aussi rédigé un article dans ma newsletter qui s'appelait Tu es le pire investisseur au monde, qui donnait l'exemple d'un investisseur qui achète la veille de tous les cracks boursiers depuis 100 ans. Et en fait, si tu veux, quand on fait du long terme et qu'on achète tous les mois, tous les ans, pendant 20 ans, bah, ce qui compte, c'est de commencer. C'est pas que ce soit haut ou bas. C'est Mm. d'acheter quand ça monte, d'acheter quand ça baisse, d'acheter quand ça fait rien, de continuer, d'augmenter son exposition au marché, puisqu'on pense que sur les 5, 10, 15 ans qui viennent, les dividendes vont augmenter, le capital va augmenter et les indices, même s'il y a des crises et des baisses de 30, 50%, seront potentiellement plus hauts. Donc, Ouais, en fait, ça c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y avait une autre étude aussi qui comparait, tu sais, le lump sum investing, le fait de tout investir d'un coup ouais, face au DCA, donc ouais, investir une fois par mois. Et en fait, ce qu'on voyait, c'est que le lump sum, même si on mettait tout, voilà, la veille d'un énorme crack, finalement, c'était quand même plus rentable que le DCA. Donc, ça rejoint aussi ouais, ce que tu dis dans le sens où même si on mettait tout notre capital, attention, mais je n'invite pas à mettre les gens à mettre tout leur capital, mais même si on avait mis tout notre capital, par exemple, dans le S&P 500, c'était l'étude en question en tout cas, juste avant un crack, on aurait été fortement gagnant quand même, quoi qu'il arrive. oui. Alors après, est-ce qu'il faut pratiquer le lump sum, c'est-à-dire demain je touche un héritage, j'ai 200 000 euros, je les investis d'un bloc, ou est-ce que je vais faire du DCA, c'est-à-dire des achats mensuels programmés pendant une période donnée, Ah même bah, si quel est ton avis là-dessus, ouais. bah,
en fait, il y a les mathématiques et il y a la psychologie. Ouais. Les mathématiques, c'est bien. C'est ce que j'essaye de prôner par rapport à des sentiments. Les gens disent, ah bah oui, mais la bourse c'est trop haut, ah bah oui, mais non, mais les cryptos ça va retomber, ah bah oui, mais l'or, mais non, ça va échouer. Et puis au final, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit, waouh, en fait, il aurait juste fallu que j'achète de l'or, des cryptos et des actions depuis 10 ans, Ouais. que je me pose pas de questions, je serais en gain sur toutes les classes d'actifs. Euh, Quand on a, par exemple, 10 000 euros en bourse, qu'on touche un héritage de 100 000 euros, pour moi, psychologiquement, c'est trop dur de mettre les 100 000 d'un bloc. Exactement. Il Exactement. faut diviser les entrées, il faut lisser les prix sur 1 an ou sur 2 ans. Euh, Encore une fois, il y a les maths et il y a le fait d'être bien, Mm. de pas être stressé. Le mec qui va mettre les 200 000 euros du jour au lendemain post-héritage, par exemple, il va stresser comme un dingue. Dès qu'on va perdre 5%, il va avoir peur. Dès qu'on va en perdre 15, il va se dire, mais pourquoi j'ai tout mis d'un coup? J'aurais dû DCA. Celui qui va DCA, bah, si le marché monte, il va se dire, ah, j'aurais dû tout mettre d'abord. Mais en fait, si tu compares leurs deux performances dans 15 ans, ils seront pas très loin l'un de l'autre. Mm. Donc, euh, donc, il faut choisir ce avec quoi on est le plus à l'aise. Voilà. Ok. Deuxième question. Que penses-tu de l'intelligence artificielle? Euh... Alors, il y a tellement de choses à dire sur l'intelligence artificielle. En 1 minute. Alors, premièrement, l'intelligence artificielle, à mon sens, il y a un effet de hype et de bulle, comme on l'a vu par exemple sur les cryptos ou sur les valeurs technologiques en l'an 2000. Ça veut dire que quand tout le monde en parle, quand tout le monde essaye d'en acheter, ça fait skyrocket, ça fait exploser des petites valeurs parce qu'elles ont intelligence artificielle dans leur nom ou parce qu'ils ont sorti un communiqué avec marqué intelligence artificielle dedans Mm. alors que ce n'en est pas. Et ça crée des distorsions de marché, des valeurs qui vont exploser, qui vont retomber, des effets de bulle. Donc il faut y faire très attention. Du coup, c'est un peu choquant parce que je dis, bah ouais, l'intelligence artificielle, les valeurs du secteur peuvent baisser. Mais je reste très confiant sur leur capacité à monter à long terme. Tu vois, euh, en l'an 2000, on a Amazon qui a perdu 95%. Ouais. Aujourd'hui, c'est un leader mondial. On a Apple qui s'était craché, Microsoft, et ce sont devenus des géants aujourd'hui. Bien, je pense que dans l'intelligence artificielle, on va avoir aussi un peu ce phénomène, des petits et des géants. Certains vont tomber, certains vont disparaître, mais dans 5 à 10 ans, oui, l'intelligence artificielle fera partie de nos vies, c'est indéniable. Euh, Est-ce que ça peut être l'intelligence artificielle un bassin de croissance mondiale? Est-ce que ça peut nous aider à croître plus vite et à aider les entreprises à faire plus de bénéfices? Oui, oui, parce qu'elles peuvent rationaliser les coûts, elles peuvent rationaliser tous leurs flux, elles peuvent virer des gens parce que tu auras bientôt plus besoin de Mm. communicants. Tu peux faire la météo par une IA aujourd'hui. Tu n'as même plus besoin de la présentatrice. Euh, Ça va pouvoir rationaliser toute la logistique, la comptabilité. Ça va changer le monde. Ça va malheureusement créer énormément de chômage sur la Mm. planète. Et je pense que ça va être un outil qui va permettre aux entreprises d'avoir de moins en moins besoin de l'humain pour pouvoir faire des gains. Donc je dirais que l'IA, c'est bien pour les sociétés, c'est peut-être bien pour les indices boursiers dans les années qui viennent, mais c'est pas forcément une bonne chose pour notre évolution humaine qui au final va en fait stagner. On va développer la robotique, on va développer l'intelligence artificielle, on va développer le fait d'être assisté et on va de moins en moins penser par nous-mêmes. Euh, Quand je vois des lycéens actuellement qui font faire leur copie par l'intelligence artificielle pour Ah 17 oui, oui. Ouais. quand ils rendent leur copie, on voyait déjà que les jeunes, quand ils cherchaient quelque chose sur une bataille historique ou autre avant, bah, il y a 15 ans, tu connaissais les dates. Maintenant, tu la cherches sur Google. Demain, c'est l'IA qui va te la donner. Pourquoi tu Ouais. la prendrais? Exactement. Du coup, un risque de débilisation de la société. Mm. Passe-moi l'expression. Donc, voilà, je vois des bons côtés business, mais aussi des mauvais côtés sociétaux. Ok. Donc, alors, si j'essaie de résumer ce que tu dis pour l'IA,
en termes de marché et en termes d'évolution, on va dire, des cours et de la productivité, là, on est probablement sur une énorme bulle en intelligence artificielle, mais tout comme la bulle Internet, finalement, la tendance va quand même rester haussière, voire très 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 haussière sur voilà peut-être la décennie sur qui le long arrive, ou en terme. tout cas Ouais. sur le long terme. Et d'un point de vue par contre de société, il y a l'aspect déjà où bah, forcément il va y avoir énormément de chômage qui va probablement arriver dans les prochaines dizaines d'années. Et en plus de ça, une débilisation de la société, puisqu'on devient ultra dépendant. Et puis finalement, enfin, je te rejoins aussi là-dessus, c'est que en fait jusqu'ici, bah, l'espèce humaine a été l'espèce la plus intelligente sur Terre. Et puis cette intelligence artificielle finalement est bien plus intelligente que nous. Et donc naturellement, bah, en fait, on va se reposer dessus. Et donc nous-mêmes, on Ouais. va sur du très 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 long terme, évidemment, sur plusieurs générations, mais en tout cas, nous-mêmes, on va se débiliser. Ouais, et puis elle va donner les mêmes réponses à tout le monde. Demain, on va demander à l'intelligence artificielle dans quoi faut investir. Elle va donner la même réponse à tout le monde. Tout le monde va aller vers quelque chose. Ça va créer un phénomène de bulle et ainsi de suite. On va, en fait, ça fait un peu disparaître la pluralité. Tu vois, tout le monde va Mm. écouter la même musique, regarder les mêmes émissions, faire les mêmes choses. Euh, et voilà, ça va Ok, un peu déshumaniser tout ça. Et voilà, on verra bien. On verra bien. ok. Bah, écoute, très bien. Merci pour la deuxième question. Troisième question, faut-il éviter les boîtes dont l'État est actionnaire? Ça dépend, c'est un vaste sujet. Il y a des tops et il y a des flops, comme dans tout. Euh, je dirais qu'il y a quand même un intérêt à aller dans les sociétés dans lesquelles l'État est actionnaire quand on parle de géants. Et ne serait-ce que pour les premiers mois, les premiers trimestres. EDF a été introduite en bourse autour de 30 euros, elle est montée à 90 euros de mémoire, en l'espace d'un an ou deux. Donc, le Kidam français, à qui on a dit achetez des actions EDF, ça va bien se passer, bah, il faisait presque 200% en l'espace de un an ou deux, ce qui est magnifique. Après, bah, il faut apprendre à ne pas trop en vouloir et à prendre des gains, prendre des bénéfices, parce que malheureusement, les années qui ont suivi ont vu Ouais. EDF baisser et puis puis on parle de voilà d'une valeur qui est maintenant autour de 15 euros. Mm. Et donc la Française des Jeux, c'est pareil. Ouais. Française des C'est ce que Jeux a j'allais été dire. introduite en bourse, elle a gagné 50% en ligne droite. Ouais. Euh, Et là, elle est quand même dans un bear market. La Française des Jeux, t'en penses quoi sur du long terme? Tu es moi, je plutôt. pense que c'est un dossier solide. Ouais. Mm. C'est un dossier solide, c'est une boîte à cash en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Donc c'est une boîte à cash, elle a un monopole. Quand ça va bien, ça tourne bien, et quand ça va mal, les gens jouent au jeu pour essayer de se sortir de leur situation. C'est malheureux à dire, mais c'est un Ouais. fait. Euh, donc voilà, elle a bien corrigé ces derniers mois, elle est revenue sur des zones de prix intéressantes et Mm. donc voilà, je serais pas catégorique comme certains pourraient dire, l'État est actionnaire, je n'y vais pas. Mais je n'irai uniquement que sur celles qui s'introduisent et qui sont des acteurs majeurs, leaders, en D'accord. monopole ou autre, pour profiter de l'effet d'annonce, de la hype et de l'entrée des fonds d'investissement, etc. Ok. Pour aller gagner 50, 100, 200% en quelques trimestres et puis ensuite peut-être passer à autre chose. Donc, État actionnaire, oui, mais sur du court terme et même pendant, à la limite, uniquement les IPO finalement. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, C'est très bien. ça parce que les sociétés plus anciennes dans lesquelles l'État est actionnaire, il peut empêcher des rachats, des OPA, des choses comme ça qui sont Ouais, généralement bonnes pour l'actionnaire, donc les opérateurs évitent. ok. On préfère les sociétés familiales. Ah, bah ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ok. Donc alors, plutôt un LVMH que un EDF aujourd'hui. Pas évident comme question. euh, ouais, En plutôt vrai, un compagnie de l'OD pour jouer un groupe ok, familial comme Bolloré que LVMH. ok. D'accord, bah, très bien. Alors, quatrième question, faut-il se former sur la fiscalité avant d'investir en bourse? Euh,
Ça paraît... Alors, il n'y a pas besoin de faire un bac plus 10. Certains vont juste appeler un fiscaliste, d'autres vont lire des choses sur Internet. Il y a Guillaume Simonin d'ailleurs sur cette question de la Mm. fiscalité en ce moment qui a pas mal percé sur LinkedIn, qui fait des feuilles volantes éducatives et qui fait ça très bien. Ouais. Euh, Comment t'expliquer ça? Ne pas analyser la fiscalité avant d'investir en bourse, ce serait comme essayer de battre un record de vitesse avec une voiture sans vérifier si la route monte ou descend, si la pente est montante ou descendante. C'est une hérésie, en fait. Évidemment que si tu veux battre un record de vitesse avec une voiture, tu vas essayer de trouver une pente descendante ou plate. Tu vas pas le faire sur une route qui monte. Bah, la fiscalité, c'est pareil. Vouloir faire de la bourse sans jamais se poser la question de l'enveloppe, c'est totalement irrationnel. Donc, avant même de définir son profil, et ce qui d'ailleurs aidera à définir son profil, faut regarder les enveloppes. L'assurance vie est une enveloppe très intéressante pour faire de la transmission. Ouais. Le PEA est une enveloppe très intéressante pour payer moins d'impôts sur les plus-values quand on veut des grosses boîtes européennes. Le compte titre est très intéressant quand on veut mettre des sociétés américaines, des cryptos ou des métaux en portefeuille, chose qu'on ne peut pas faire dans le PEA ni l'assurance vie. Mm. Donc, chacune de ces enveloppes a un intérêt. On peut aussi parler du PER, le plan épargne retraite. Mm. Euh, pour moi, il faut un peu de tout. Souvent, c'est un peu comme l'un des premiers sujets qu'on a vu tout à l'heure, c'est les gens disent, ah, il faut le PEA, ou il faut l'assurance vie. Ah non, va des rétros, CTO, le compte titre. Absolument pas. Ouais. Il faut de tout. Il faut un PEA, il faut un compte titre. Quand on se met à gagner plus d'argent, qu'on paye pas mal d'impôts, bah, ça peut être pas mal d'avoir un PER. Mm. Euh, voilà. Ok. Donc, Donc, oui, en fait, pour tu vois, toi, j'ai vas-y. sorti un article, c'était la semaine dernière, sur compte titre assurance vie. Mm. Pourquoi les deux ont des caractéristiques intéressantes? Pourquoi l'assurance vie n'est pas si magique que ça? Pourquoi le compte titre Mm. n'est pas si un mauvais outil que ça? C'est vrai que le compte titre a franchement une mauvaise presse hein, aujourd'hui avec enfin, on a, je sais plus combien de PEA, mais plusieurs millions de PEA sont ouverts en France. Ouais. Et le compte titre a presque mauvaise presse puisque, à cause de cet aspect fiscal, est-ce que pour toi, en fait, aujourd'hui, on est à un stade où c'est plus difficile de convaincre les gens d'ouvrir un compte titre parce qu'ils sont justement bloqués par la fiscalité. Tu vois, on est dans Non, les l'opposé. gens aujourd'hui, ils veulent investir dans des sociétés américaines, ils veulent des GAFA, ils veulent des sociétés dans l'intelligence artificielle, ils veulent un peu de crypto, ils veulent de l'or. Et tout ça, tu ne peux le mettre que dans un compte titre. Ouais, ok. Donc, il n'y Donc a aucune difficulté à leur faire ouvrir des comptes titres. ouais. Parce que je pense que les jeunes investisseurs d'aujourd'hui sont des investisseurs plus modernes et plus diversifiés. Ils font pas que de la crypto, que de l'or ou que des actions. Ils font un peu de tout. Hmm. Donc, ils comprennent rapidement que le compte titre permet de faire tout ça. Ils découvrent par là même qu'il existe le PEA. Et franchement, beaucoup de jeunes avec lesquels je discute ont les deux désormais. Le Hmm. PEA pour leurs actions PEables et le compte titre avec le reste. Et là, ce qui leur fait peur aussi, c'est la déclaration fiscale. Est-ce que tu pourrais nous dire un mot là-dessus? C'est deux classes. Voilà, Ok. ça prend 3 minutes. C'est comme toute chose, on apprend à le faire. euh, Oui, ok. et puis voilà. Bon, bah très bien. Merci pour ta réponse. Dernière question qui va probablement intéresser pas mal de, comment on pourrait dire ça, de nos auditeurs. Ouais. Quel est ton patrimoine net? Autour de 500 000 euros. Ok. Voilà. Il est à peu Euh, près investi comment? En bourse, en immobilier? un peu d'immobilier, euh, moins de 20%. Hmm. 10% d'or. Euh, et ensuite, c'est majoritairement des actions long terme, une poche trading, du cash, d'une part à titre personnel et d'autre part dans ma société, et des participations dans des entreprises aussi. Ok. Euh, j'ai eu des participations dans 4 ou 5 sociétés. À l'heure actuelle, il me reste des participations dans 2 sociétés.
Je prône, moi, le fait d'investir dès 18-20 ans. Mm. J'en ai 38, donc on pourrait se dire que j'aurais pu en mettre plus de côté, mais après, chacun a son chemin de vie. Ouais. Tu vois, moi, j'ai pu me payer une école de commerce parce que j'ai perdu ma maman quand j'étais enfant, donc j'avais un peu de sous de côté avec lesquels j'ai pu me payer une école de commerce. Quand je suis sorti de l'école de commerce, que j'avais payé mon appartement, mon école et toutes ces choses-là, j'avais pas un copec. J'ai commencé à travailler à 24-25 ans post-études et je gagnais pas grand-chose. J'ai commencé à correctement gagner ma vie à 28-29 ans. Donc ça fait 10 ans. Mm. Voilà. 28, 29, 30 ans. J'aurais peut-être pu en mettre un peu plus de côté. Mais à ce moment-là, j'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde. À 30 ans, rencontré ma femme et on a voyagé comme des fous. Il y a même une année, ça devait être en 2016 ou 17, où on a arrêté de travailler tous les deux pendant 3 mois pour partir aux États-Unis, au Mexique, à l'île Génial. Maurice, Costa Rica. On savait qu'on gagnerait correctement notre vie, elle en tant que médecin, moi en tant que boursier. Donc, on n'a peut-être pas commencé par épargner, mais par dépenser des sommes quand on est jeune qui sont significatives et qui nous faisaient vraiment des pincements au cœur. Voilà. Donc, je dirais que j'ai commencé à épargner, ouais, peut-être autour de entre 30 et 32 ans. Et puis, à prendre des participations dans des sociétés à ce moment-là, parce qu'il faut le temps pour que ton Mm. réseau personnel se développe. Mm. Tu fais tes études, tu as des copains qui montent des boîtes, puis tu en as d'autres qui rencontrent des, des, des gens qui font des VC, qui soutiennent des startups. Tu touches un peu à la bourse, un peu aux sociétés, un peu, t'achètes un petit peu d'or, tu commences à tâtonner à droite à gauche. Et puis, voilà, maintenant, ça fait 6-7 ans que j'économise un maximum sur ma société ou à titre personnel. Euh, Donc finalement, tu voilà. as commencé à construire ce patrimoine-là véritablement à partir de tes 32 ans, à peu près. À 30 ans, ouais, 30-32 ans, ouais. Ok. Bah, du Ouais. coup, ça, c'est très inspirant aussi pour tous ceux qui s'intéressent à ça, à l'investissement, au fait de développer un patrimoine, mais qui n'ont pas forcément 18 ans. Parce que c'est Ouais, vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent, mais il y a aussi des gens qui ont 30, 35, 40 ans qui se posent la question, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que je suis pas passé à côté de quelque chose? Et pas là, tu es du en train tout. de me montrer que voilà, c'est Pas ça. du tout. Ok. Moi, j'ai plein de copains, en fait, qui sont jeunes papas, qui ont entre Mm. 35 et 40 ans, et qui le font en partie pour eux et aussi pour leurs enfants. Mm. J'ai des potes, là, qui ouvrent des comptes chez Trade Republic, qui est un de mes partenaires, et qui mettent 20 euros sur le Nasdaq, 20 euros sur le CAC, 20 euros sur le Bitcoin, 20 euros sur l'or, 20 euros sur un ETF Water. Et qui se disent, bah, quand mon enfant aura 18 ans, je pourrais lui Mm. payer tout ou partie de son école de commerce ou de son logement, ou bien de lui transmettre ces fonds-là pour qu'il puisse commencer un compte titre à 18 ans et pas à 30. Mm. Bah Voilà. écoute, ouais, bah, ouais, franchement, c'est génial. Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour ta transparence. Tout le monde ne l'a pas et pour ça je voulais te remercier. Ah bah moi Euh, je suis pas millionnaire, hein. Je suis pas une star du trading, je suis pas un influenceur qui a vendu des cryptos ces 5 dernières années sans ou des scrupule. NFT, Je suis pas allé faire des NFT alors que j'ai reçu mais des centaines de demandes. tu m'étonnes. J'habite à La Réunion parce que ma femme, chirurgien ophtalmo, a eu un poste là-bas. Donc c'est pour ça que je suis dans les îles. Je ne suis pas parti à l'île Maurice. Mm. Euh, donc voilà, c'est un choix de vie. Voilà, je Mm. reste en France, je déclare mes impôts en France, je me fais étriper. Euh, Là, en ce moment période URSSAF, impôts. Mm. C'est pas facile, hein, parce qu'il faut faire un sacré chiffre d'affaires pour pouvoir mettre de l'argent de côté au final. Ah, c'est Tu fais clair. un chiffre d'affaires, tu as les dépenses de la société, tu te verses un salaire, tu payes des taxes dessus, tu reçois ton salaire en perso, tu repayes des taxes dessus. Ouais, Euh, ouais. ouais, ouais, ah, c'est clair. Mais
T'as une Je... liberté. Exactement. Voilà. C'est un choix en fait. C'est un choix et C'est un choix de vie. Moi, exactement. je suis très à l'aise avec ça. Ouais. Pareil, totalement d'accord avec toi. Ok, bah top. Merci à toi. On va passer au round 4. Ça va être Ouais. le défi rapide. Donc Ok. je vais te poser des questions Tac. rapidement et tu vas devoir répondre simplement une des deux réponses possibles en fait. Ok. Donc, on commence. Hmm. Gestion active ou gestion passive? Hmm. Un Ça peu des commence fort. deux. Un peu des deux, mais principalement de la passive. La gestion active, pour moi, c'est pour celui qui a besoin d'une petite poche de cash avec lequel il va faire un peu de trading, un peu vibrer. On a besoin, nous, les hommes, quand on fait de la bourse, d'avoir ça pour se sentir vibrer. Ok, Mais en fait, on sait dans les chiffres, dans les maths, que plus la gestion est passive long terme, plus elle est bénéfique. Et en plus, moins on y passe de temps, moins on stresse, etc. Donc, 90-10. Gestion ok. passive à 90%. Action ou obligation? Depuis 40 ans, action de cœur, action parce que j'aime ça, que c'est des entreprises, c'est des histoires. Après, on est dans une période où détenir des obligations avec un rendement de 3, 4, 5%, on peut ne pas passer à côté. Donc, Ok. je dirais 90-10 encore. Principalement des actions, un peu d'obligations parce que la période le veut. Investissement à long terme ou trading court terme? Investissement à long terme pour 99,9% des gens, trading de court terme pour ceux dont c'est le métier, qui passent leur journée devant les écrans comme moi ou qui sont gagnants dans le temps parce qu'ils ont réussi à se dompter eux-mêmes, mais ça reste 0,1% de Ok. l'ensemble des investisseurs. Immobilier locatif ou SCPI? Ne serait-ce que pour pouvoir éviter un choc sur l'immobilier et sortir rapidement, j'aurais tendance à dire SCPI pour la liquidité et la facilité de sortir. Parce que voilà, on a des prix immobiliers qui sont très hauts, des taux qui sont relativement hauts, ça pourrait peut-être secouer Ok. dans ce pan-là de l'économie. Donc, je préfère avoir des SCPI et pouvoir sortir rapidement au besoin. Crypto, oui ou non? Bien sûr, Ouais. bien sûr. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que l'investisseur doit rester curieux toute sa vie. Les cryptos sont une nouvelle classe d'actifs qui pèse plus de 1000 milliards de dollars. Dire que les cryptos, ça ne vaut rien, c'est nul, c'est naze, ça vaut zéro, c'est faire preuve pour moi d'un manque de curiosité, d'ouverture d'esprit. Et le jour où l'investisseur perd sa curiosité, son ouverture d'esprit, il a perdu l'âme de l'investissement en fait. Ok. Action value ou action growth? Action growth parce que ça fait vibrer et qu'on aime bien vibrer. Mais une ou deux value en fond de portefeuille, ça fait du bien quand les growth en 2022 se font éclater. Donc C'est clair. 80-20. 80-20, ok. Portefeuille concentré ou diversifié? Diversifié dans le sens plusieurs classes d'actifs. Voilà. Ok. Moi aujourd'hui, c'est euh, plusieurs zones géographiques, plusieurs pays, mais pas que des actions. Il y a aussi de la crypto, il y a aussi du private equity, il y a aussi des métaux, il y a aussi un peu d'IMO. Pour pouvoir absorber les crises, en fait, faut être dans différentes classes d'actifs. Quand il y a une guerre, il y a les métaux qui montent. Quand il y a une récession, il y a les obliques qui tiennent, il y a les actions qui baissent. Bref, faut avoir un panier qui va s'équilibrer dans le temps. Ok. Investir dans les marchés développés ou les marchés émergents? Alors jusqu'ici, il valait mieux investir dans les pays développés que les pays émergents. Le MSCI Emerging Markets sous-performe. Il Ouais. sous-performe depuis une semaine, mais il sous-performe aussi depuis plusieurs mois et aussi depuis plusieurs années. Mm. Euh, Maintenant, on sait que d'ici 2028, dans 5 ans, donc, le PIB des BRICS pourrait dépasser euh, les autres pays, les autres zones. Donc voilà, il se pourrait que les États-Unis et l'Europe perdent un peu de leur superbe et que les BRICS montent. Maintenant, on l'a vu, investir en Russie, ça faisait tout perdre. Si on investit en Chine dans des valeurs listées au Nasdaq et que demain la Chine Mm. envahit Taïwan et que le Nasdaq déliste les valeurs, ça vaudra zéro aussi. Mm.
Il y a l'Inde qui est intéressant, peut-être via un ETF India, mais le timing est important, on est relativement haut. Donc, il y a quelques années, je t'aurais répondu only pays développés. Maintenant, je te dis peut-être les émergents, mais il faudra le faire bien. Ok. Approche top-down ou bottom-up? Approche trend following, c'est-à-dire que plutôt que de faire des approches fondamentales, moi d'abord, je scanne le marché, je trouve les actions les plus haussières que je puisse trouver, et ensuite je creuse mes dossiers. Ok. Momentum alors. Hmm, Plutôt, ok. complètement. Analyse fondamentale ou analyse technique, bah du coup. Les deux, mon capitaine, mais ayant été formé à l'analyse technique relativement tôt, étant fan des graphiques, étant fan surtout, en fait, plus que des graphiques, c'est de la psychologie qu'ils reflètent. Les graphiques, c'est la psychologie des opérateurs et la psychologie humaine, c'est la chose qui me fait le plus, euh, qui me titille le plus, qui m'intéresse le plus, en fait, dans ce secteur. Quand tout le monde est acheteur de crypto en 2017 et que ça s'effondre, quand tout le monde est vendeur de crypto en début 2023 et que ça reprend 50%, euh, euh, voilà, c'est des comportements qu'on voit et qui se répètent. L'euphorie et la peur palpables sur les réseaux sociaux, les hypes comme sur les SPAC, les valeurs de croissance aux États-Unis, des valeurs qui peuvent faire x10 puis perdre 95% derrière. Euh, Ces sentiments extrêmes sont bien imagés par l'analyse graphique. Ok. Mais, encore une fois, si on pouvait aussi choisir les secteurs et les sociétés les plus solides que l'on apprécie et avoir, je dirais, un panier de 20, 30 ou 50 valeurs qu'on adore parce qu'on sait qu'elles sont fondamentalement très solides et qu'on appliquait l'analyse graphique dessus, ce serait peut-être une bonne chose. C'est peut-être une façon de faire D'accord. que de Et ne faire dernière que de question. l'analyse graphique. Oui. Ok. Et dernière question, Twitter ou LinkedIn? Malgré tous ces défauts, Twitter. Parce que sur Twitter, j'ai rencontré des clients, j'ai rencontré des copains, je me suis fait des amis. Bien sûr, il y a les trolls, les abrutis et les critiques gratuites, mais c'est le reflet de notre société un peu complexe d'aujourd'hui. Euh, Il y a des gens comme ça, je te donne un exemple, Youssef de Master Bourse, un jour qui me contacte sur Twitter, qui me dit Nicolas, j'adore ce que tu fais, est-ce qu'on peut discuter? 3 jours plus tard, on était au restaurant ensemble, euh, on est copains depuis, on a le projet Oui Bourse, la chaîne YouTube sur laquelle je fais mes Ouais. vidéos et lui aussi en fait. Donc voilà, c'est Twitter. Incroyable. Ok. Ah bon, bah génial. Bah, écoute, merci à toi. Une dernière chose, est-ce que tu pourrais nous partager une ressource, un livre, un blog, un podcast pour bah, tous ceux qui nous écoutent? Bah, deux ressources personnelles dans lesquelles je mets beaucoup de temps et d'investissement. La première, c'est la chaîne YouTube dont je viens de parler, Oui Bourse, W-I Bourse. C'est une chaîne collaborative, associative, où on est 5 en fait. Il y a spécialistes du trading, spécialistes de l'investissement, spécialistes de la macro, des fondamentaux. On n'est que des spécialistes. Euh, on donne gratuitement, on échange et on fait tous de l'investissement pour notre compte propre en réel. Deuxième ressource, c'est ma newsletter. Je fais en sorte de faire une newsletter toutes les semaines. On peut s'y inscrire sur nicolaschéron.fr. Euh, et je fais passer des PDG, je fais passer des gérants, je fais passer des analystes, des traders. J'essaye de délivrer les meilleurs contenus que je trouve partout sur Internet à mon lectorat pour qu'ils aient les outils et la formation la plus complète qui soit. Et enfin, pour quelqu'un qui découvrirait le monde des actions et qui voudrait creuser un petit peu, s'ouvrir l'esprit, je lirais le livre de Benjamin Graham, L'investisseur intelligent, Mm, qui me semble être une belle pierre à l'édifice de son futur profil. mm. Voilà. Ok. Ok, bon bah top. Dernière chose, si tu devais donner un conseil à toi d'il y a 20 ans, qu'est-ce que ce serait? Euh, Achète de tout le temps et ne sors jamais. Ok. Voilà. Grosso modo. Bon bah Grosso top. modo.
Bah écoute, franchement, merci beaucoup Nicolas. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc il y a Webourse, il y a évidemment ton site. Où est-ce qu'on peut te retrouver sinon? Je suis sur LinkedIn et je réponds aux demandes pour les gens, voilà, qui veulent discuter. J'ai mon site nicolaschéron.fr et puis je suis très présent sur Twitter également. Ok, Nicolas Chéron sur Twitter, on te C'est retrouve. N de Nicolas Chéron, tiré du bas bourse. Mais à mon avis, tu tapes Nicolas Chéron Twitter dans Google, tu devrais me Je trouver. pense qu'on va trouver, ouais. Ok, oui, c'est comme sur Instagram aussi, je crois que c'est Ncheron, Ouais, bourse, je partout, crois. c'est N Chéron _ bourse. Ok, bon bah très bien. Vraiment un grand merci à toi, Mais de Nicolas, rien. c'est hyper cool. Et bon bah, Bonne aventure, bonne chance à vous. Et avec plaisir pour discuter de nouveau. avec grand, grand, grand plaisir. À Merci bientôt. encore.